Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xinjiao. Xinjiao. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode du courrier des auditeurs. Je suis Valentin Floquet. Et Sasa. Et aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu de l'actualité de la radio, comme d'habitude, des concours, etc. Et nous enchaînerons ensuite avec les questions des auditeurs. Et cette fois-ci, il y aura notamment une question qui nous vient de YouTube. C'est assez rare pour le noter. Et donc, merci à vous aussi de nous poser vos questions sur les autres réseaux et sur tous les réseaux sociaux en général. Et nous essayons aussi d'y répondre dans cette émission. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous aussi à travers nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou encore sur YouTube. Alors, nous allons parler déjà des concours. Oui, je crois que tu vas nous le rappeler puisque c'est toi qui as le document. Voilà. Donc, toujours nos deux concours mensuels et trimestriels. Oui, et donc pour commencer, on va parler un petit peu du concours mensuel, notamment celui du mois de décembre, le dernier de l'année, et dont la thématique concerne la coopération scientifique entre la France et Taïwan, qui s'est renforcée sur cette fin d'année avec un tout nouvel accord englobant 6 domaines. Eh bien, la question, citez-nous-en au moins 3 sur les 6, et vous aurez donc 4 gagnants, 4 personnes qui pourront remporter une pochette housse qui permet de ranger en fait des casques de téléphone ou des câbles, toutes sortes de câbles. On a tous des câbles maintenant, c'est bien d'avoir quand même des pochettes de rangement. C'est très pratique. Donc ça va être le lot, et 4 d'entre vous qui auront la bonne réponse pourront le gagner. Ok. Voilà, donc pour le concours mensuel, de l'autre côté, vous avez le concours trimestriel qui concerne un petit peu justement YouTube. Et donc, c'est pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, c'est bientôt le dernier moment pour répondre. Donc, citez 3 vidéos de la chaîne YouTube de RTI en français qui portent sur les cultures autochtones. Et dites-nous laquelle vous avez préférée et pourquoi. Alors je précise bien tout ce qui est en lien avec la culture autochtone. Ce ne sont pas forcément les contenus culturels. On a eu des réponses un petit peu à côté. Oui, il y a le choix. On va pas dire là, mais... Non, mais que ce soit par toi ou par Floriane et Lisa. Ouais. Voilà, Dernièrement, il y en a eu pas mal. Une grande série de vidéos, donc il y a le choix, bien plus que 3. Et on vous invite donc à aller les regarder pour nous les citer et nous dire lesquels vous préférez. Et donc les cadeaux, ça sera pareil, là il y aura aussi 4 gagnants. Et ils recevront des baozi dans leur petit panier. Donc les baozi, c'est ces petits pains à la vapeur, taïwanais ou chinois. Alors je ne sais pas trop comment ça va se présenter, je ne sais pas s'ils sont frais, ça sera peut-être plutôt... C'est plastique, voilà, c'est juste une représentation des baozi ou des raviolis, en fait, des xiaolongbao directement dans des panières, voilà, mais c'est juste une représentation plutôt en plastique, voilà. C'est ce que je me disais, oui, parce qu'envoyer des baozi frais, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué, oui. Ouais. Alors peut-être avant de passer aux questions, aux réponses, je vais d'abord saluer les nombreuses personnes qui nous ont écrites, que ce soit pour des messages ou des rapports d'écoute. Et donc, comme d'habitude, il y a des personnes qui nous écrivent de très loin. Donc, notamment d'Algérie, on a Bouzebouja Mohamed et Nagmouchi Nouari. On a également du Bangladesh, Dewan Rafiqul Islam de Friends Radio Club. D'Inde, nous avons 2 personnes qui nous ont écrit, Ramana Rao du DW Listeners Club et Ratan Kumar Paul. Je crois que c'est tout. En ce qui concerne l'étranger, il y a Bernard Grondin qui nous a envoyé un rapport d'écoute pour RTI en vietnamien. D'accord. Mais un rapport d'écoute en français, donc c'est sympa. Voilà. Et donc, du côté des Français, donc, nous avons Daniel Klotz, Jean-Marie Lambray, Jean-Michel Aubier, Daphné Arons, Philippe Marsan, Thomas Beg, Daniel Villon, Maggie Roy, mais voilà, on en reparlera tout à l'heure parce qu'ils ont aussi des questions.
D'accord. Mhm. Et voilà, sur Facebook, nous avons souvent des petits messages aussi. Alors, j'aimerais vous inviter quand même à bien préciser vos questions ou ce que vous voulez quand vous envoyez des messages sur Facebook. Des fois, c'est pas forcément très clair. Et c'est vrai que pour nous, c'est difficile de pouvoir répondre après si vous n'avez pas vraiment une demande spéciale. Alors, il y a beaucoup de salutations aussi, et on vous remercie beaucoup pour ces salutations, mais on a pas mal de messages aussi sur Facebook. Ça s'est beaucoup intensifié ces derniers temps. On vous remercie. Beaucoup de gens aussi du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Et voilà, donc on vous remercie que vous soyez d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc. On a des messages un peu des 3 pays principalement. Et donc on vous remercie beaucoup pour ça. Voilà. Et puis je crois qu'il y avait Gilbert Dupont qui nous a envoyé même une belle photo des remparts de Loches. Donc, tiens, à propos des photos, on peut peut-être un petit peu en parler aussi. On a eu pas mal de photos de la réception des cadeaux, et des calendriers, etc. Et je le disais dans une autre émission, on vous remercie beaucoup pour ça parce que ça nous permet aussi un peu de voir comment c'est mis chez vous, comment vous les installez et comment vous utilisez un petit peu les cadeaux qu'on vous envoie depuis l'autre bout du monde un petit peu. Voilà. Voilà pour les annonces de la radio. Je pense que s'il y a peut-être 2-3 annonces à partir, mais qui vont être un peu plus à préciser par rapport au graphisme de la radio. On est en train de changer complètement la charte graphique de la radio. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux avec le changement des logos. Voilà, on a fait une uniformisation des logos par rapport à toutes les langues de Radio Taïwan International. Commentez si vous voulez, dites-nous ce que vous en pensez. En interne, on a eu des petits retours disant que ça ressemblait quand même pas mal au drapeau de l'Indonésie. Ah oui. C'était un peu voilà. Donc c'est avec vrai les que couleurs. c'est rouge en haut et blanc en bas, donc ça pourrait un peu évoquer. Voilà, à revoir peut-être. Peut-être qu'on remodifiera. Après, c'est pas quelque chose de fixe, mais pour l'instant, donc ça va être uniformisé comme ça. Et on va petit à petit changer chaque thématique d'émission, etc., pour faire quelque chose de plus lissé avec une charte graphique qui a été créée pour la radio. Et donc voilà, ça va venir petit à petit et ça viendra après plus tard sur YouTube aussi, avec peut-être des images et des versions des graphismes de vos émissions, etc., en espérant que ça vous dérangera pas trop pour vous retrouver par rapport aux différentes icônes, puisque là il y aura quand même peut-être un changement assez conséquent des graphismes au niveau des émissions, etc. Voilà. Ok, du coup je vais commencer avec une première question de Danielle Villon, que je remercie parce qu'elle fait partie des personnes qui nous envoient vraiment de temps en temps des rapports très très détaillés sur des émissions précises en disant ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles ont apprécié, etc. Donc ça fait toujours très plaisir. Et elle a notamment écouté l'émission Sous des cieux amplifiés de Aurélien Rosanigno. Et à un moment, il a utilisé une expression qui est un musicien de session. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. J'ai aucune idée. Eh ben moi non plus, donc j'ai demandé à Aurélien. J'arrive à deviner à peu près, mais j'ose pas dire que c'est ma bonne définition, donc je préfère en fait, d'abord. Pour résumer, c'est un peu un pigiste de la musique, si on veut faire la comparaison avec un journaliste. Donc j'ai demandé à Aurélien, parce que moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Donc il m'a expliqué qu'un musicien de session, c'est quelqu'un qui est engagé pour jouer sur un album ou pendant un concert d'un groupe dont il ne fait pas partie. Et du coup, parfois, ça peut être simplement pour une seule chanson. Quand on a besoin, par exemple, d'un instrument spécifique pour une chanson, ou aussi, dans un autre cas, dans le cas, par exemple, des stars de la pop qui n'ont pas de groupe. Et donc, en fait, ces stars de la pop sont souvent accompagnées de musiciens de session. Et à Taïwan, il n'existe pas de statut d'intermittent du spectacle. Donc, ce que m'a expliqué Aurélien, c'est que tous ceux qui veulent absolument vivre de leur instrument dans la scène indépendante doivent accumuler les contrats de musiciens de session pour des chanteurs grand public, enfin très très connus.
Et donc ils restent un peu dans l'ombre, même s'ils sont payés. Ils ne sont pas vraiment filmés ou mis en avant lors de la promotion de la musique de cette personne, mais c'est quand même ces musiciens de session qui l'accompagnent, ils ne chantent pas tout seuls. Et donc ce qu'il dit, c'est intéressant parce que ça explique aussi la grande versatilité de certains musiciens de la scène indépendante qui peuvent passer facilement d'un style à l'autre pour pouvoir s'adapter en fait à toutes sortes de musiques. Donc d'après lui, c'est pas forcément un mal parce que par ricochet, la scène taïwanaise indépendante est finalement beaucoup plus hybridée qu'ailleurs. Et donc alors ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi des compositeurs de session, c'est-à-dire compositeurs qui travaillent à la commande. Et ça peut être parfois très étonnant. Donc Aurélien a déjà reçu dans son émission un chanteur de métal et qui gagne sa vie en composant de la pop pour d'autres groupes. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange. Oui, c'est très éclectique en fait au final, les expériences et les travaux de compositeurs à Taïwan et même de musiciens en général. J'ai une amie qui est compositrice et qui fait vraiment un peu de tout, mais c'est vraiment à la mission. C'est pas, à la base elle est plutôt classique, contemporain, etc. Et elle fait, mais en composition maintenant elle fait vraiment de tout. Voilà. Mais pour ses œuvres personnelles, ça va être plus du classique contemporain. Ok. Voilà. Et donc merci à Daniel Villon pour cette question très intéressante. J'apprends des choses et ça m'intéresse beaucoup en plus cette thématique. On va passer à la question YouTube, c'est ça ? La question de YouTube, voilà, comme on n'en a pas souvent. Donc c'était à partir d'une vidéo ? Donc c'était à partir de la vidéo sur les dragons bleus. Je ne sais pas si tu l'as regardée. J'ai adoré cette vidéo parce que je connaissais pas cet animal. Voilà, c'est un animal. Alors, il y a un nom scientifique, j'imagine. Oui, le nom, c'est pas si compliqué que ça. C'est un Glaucus atlanticus. C'est les Glaucus en général, la variété, parce qu'il y a plusieurs. Il y en a des bleus, il y en a de toutes les couleurs, et avec bien sûr leur spécificité. Ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est un animal vénéneux, qu'il ne faut pas le toucher, qu'il ne faut c'est pas beau, le voir. mais attention. Il ne faut pas le toucher ou c'est bien pour prendre des photos, mais pas pour le toucher ou essayer d'entrer en contact avec la peau humaine. Ça peut être dangereux. Donc voilà, restez éloigné assez loin de ces animaux, de ces êtres vivants quand vous en approchez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces dragons bleus... alors voilà, la question déjà de Collectionneur 111 qui fait beaucoup de commentaires sur notre compte YouTube. D'ailleurs, voilà, merci beaucoup parce qu'il il commente et nous corrige aussi parfois sur certains aspects. Donc je voulais le remercier pour ça. Et donc la question c'était quelle était la cause en fait de la venue de ces animaux, de ces êtres vivants sur les côtes taïwanaises du nord, parce qu'on les voit rarement à cet endroit-là, à Keelung. Et il demande si c'était une conséquence du réchauffement des océans ou est-ce que ça devient une espèce invasive. Donc en l'occurrence on a observé 12 12 différents répertoriés en tout, donc ça va pas être une espèce invasive. Et donc ils ont été testés avec ils ont été aperçus dans la zone de conservation des marais de Keelung, de la ville de Keelung, et il se pourrait qu'un 13e spécimen a été retrouvé un peu plus tard par rapport à la vidéo. Cependant, ce spécimen n'est pas encore confirmé comme un Glaucus atlanticus qui est bleu, mais peut-être comme un Glaucus marginatus qui est une autre espèce, et les chercheurs n'ont pas encore confirmé la variété, l'espèce du 13e spécimen. Mais on reste quand même sur des choses très rares, mais c'est la première fois qu'on les voit. Ça veut dire que les eaux sont quand même à température pour pouvoir les voir en période hivernale dans la région, ce qui était rare jusqu'à présent. Et donc c'est certainement une conséquence du réchauffement climatique général et du réchauffement donc des océans, mais c'est pas quelque chose forcément de très c'est encore très épisodique et c'est pas généralisé. Voilà. Ok. Ok, en tout cas moi personnellement j'invite les personnes qui n'ont pas encore regardé cette vidéo à la regarder. Voilà. En plus, comme ça ils peuvent répondre aussi à notre concours. Mais c'est une vidéo très intéressante. Ouais. Et on peut rappeler que ces animaux aussi, c'est parce qu'il y a aussi un écosystème qui permet aussi de se nourrir.
En l'occurrence, ils se nourrissent principalement de méduses. D'accord. Alors, donc ça peut être aussi pas mal pour l'environnement. Souvent, quand il y a trop de méduses, liées aussi à un réchauffement de l'eau, voilà, ça se nourrira un peu de ça. Ce qui est très étrange au final. Je ne connaissais pas les prédateurs naturels des méduses. Et donc, ce sont ces petits animaux qui sont tout petits. Ils font entre 1 et 4 cm en général. Et ceux qui ont été retrouvés notamment font 2,5 cm. Voilà pour ces dragons bleus. Ok, merci beaucoup. Et on enchaîne avec une question qui concerne plutôt l'actualité politique, puisque comme vous le savez, c'est la dernière ligne droite avant les élections du 13 janvier, donc il reste moins d'un mois. Et Jean-Michel Aubier nous a posé une question à ce sujet. Donc, alors que la bataille électorale bat son plein, si Lai Ching-te venait à remporter la présidentielle, mais avec une majorité relative au yuan législatif, est-ce que le gouvernement dispose d'outils pour lui permettre de mener sa politique sans blocage, ou pour le dire autrement, pour passer en force face à une opposition majoritairement opposée à certains textes? Alors, déjà sur ce sujet, je vous invite à écouter le décryptage que j'avais fait récemment. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le jeudi, qui parlait d'une éventuelle cohabitation, c'est-à-dire la possibilité que la présidentielle soit gagnée par le DPP, par Lai Ching-te, mais que le DPP n'ait pas la majorité au Parlement. En tout cas, pour l'instant, les sondages disent que ça pourrait être une possibilité. Donc, j'ai demandé à des experts, notamment à Franck Muyard, qui est expert des élections à Taïwan, un chercheur français basé à Taïwan, pour répondre à cette question, parce que c'est un peu technique. Et donc, il m'a indiqué que si Taïwan se retrouve en cohabitation, mais il a mis ça entre guillemets parce que pour lui, c'est pas vraiment le bon terme, parce que le système taïwanais est plus proche du système américain que du système français, avec une séparation entre l'exécutif contrôlé par le président et le législatif, que le gouvernement ne contrôle pas. Donc bref, en cas quand même de cohabitation, on se retrouve comme ce qui s'est passé dans les années où Chen Shui-bian du DPP aussi était président, donc de 2000 à 2008. Et dans ce cas, le DPP ne peut pas forcément appliquer tout le programme qui lui tient à cœur, mais devra négocier avec le Parlement. Donc pas seulement avec le KMT, mais peut-être aussi avec le TPP, c'est-à-dire le Parti populaire taïwanais, pour faire passer les projets de loi et les budgets qui sont vraiment indispensables au fonctionnement du pays. Et du coup, ces projets de loi deviennent des projets bipartisans, ou tolérés, en fait, ne serait-ce que par l'abstention, par les partis d'opposition, entre guillemets, qui contrôlent le Parlement. Donc c'est bien sûr plus compliqué que si le DPP a à la fois la présidence et la majorité absolue au yuan législatif, comme c'est le cas actuellement. Et donc, pour le reste, le gouvernement peut aussi gouverner par des décisions, comme des décrets ou des décisions administratives, en fait. Et si c'est le DPP qui est quand même le parti dominant au yuan législatif, c'est-à-dire, par exemple, qu'il a une majorité relative, la présidence du Parlement, comme en France actuellement, ça sera plus facile que si c'est le KMT qui est dominant en nombre de sièges, ou s'il y a une alliance entre le KMT et le TPP pour donner le contrôle du Parlement à l'opposition. Voilà, et donc actuellement, toutes les options sont sur la table. Il n'y a pas vraiment, selon les sondages, une majorité très claire pour un parti qui se dégage, en tout cas au yuan législatif. Ça va être très très serré.
Donc, on va observer ça de près. Ouais. Ça me pose la question quand même, parce qu'on parle du TPP. Après, localement, je pense pas qu'ils aient des élus assez en place pour les législatives. Tout à fait, oui, ils ont beaucoup moins d'ancrage local comparé au DPP et au KMT. Mais en revanche, il y a une liste de partis. En fait, les législatives à Taïwan sont séparées en deux. En fait, les personnes peuvent voter aussi pour un parti. Et donc, ils peuvent éventuellement voter pour le parti du peuple taïwanais. Et donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir si les députés du Parti du peuple, Parti populaire taïwanais, vont vraiment s'aligner avec le Kuomintang, ou si en fait ils vont faire selon les projets de loi, s'ils vont faire ce qu'ils veulent en fait. Et là, ça va être, il y a vraiment deux nouvelles composantes politiques à Taïwan dans ces élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles. C'est que vraiment il y a une troisième force politique déjà. Et ça va être aussi la première fois qu'il y a une vraie obligation de compromis, je pense, entre les partis, alors que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, je pense, dans l'histoire de politique de Taïwan, où il n'y a pas eu, franchement, je ne crois pas, à moins que ce soit sous Chen Shui-bian. Quand même, sous Chen Shui-bian, le DPP avait la présidence de la République, mais pas du tout la majorité au Parlement. C'était une majorité bleue. Donc c'était un peu quand même du compromis. Et ça s'est traduit dans les décisions. Moi, j'ai pas suivi trop cette partie-là de l'histoire de Taïwan au niveau politique, mais est-ce que ça s'est traduit au niveau du Enfin, je sais pas si tu as la réponse. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué parce que surtout Chen Shui-bian, voilà, il était quand même il avait des positions très favorables à l'autonomie et l'indépendance de Taïwan. Et les partis bleus n'étaient pas du tout sur cette ligne-là. Donc, je ne suis pas non plus spécialiste de cette période en particulier, puisque je n'étais pas encore arrivée à Taïwan. Mais je pense que ça n'a pas dû être... pour faire passer ces projets, ça n'a pas dû être facile au Parlement. Ouais, mais c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il y a eu vraiment des oppositions où chaque texte a été très, très discuté? Enfin, j'ai pas le... Quand je vois des articles sur ce genre de sujet, j'ai pas vraiment de rappel à cette difficulté, en fait, alors qu'on pourrait très bien en parler dans beaucoup d'articles à Taïwan au niveau des journalistes taïwanais en mandarin. Et c'est vrai que je trouve pas qu'il y ait beaucoup de références à cette période, alors que ça devrait être la période de référence d'opposition qui pourrait permettre de faire des analyses ou de faire des projections sur ce qui va se passer bientôt. Mais il n'y a pas de référence par rapport à cette période-là, donc je pense pas qu'il y ait eu vraiment il y a dû y avoir des contournements ou des compromis faits entre le KMT et le DPP pour que cela fonctionne. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de manière globale, en fait, à Taïwan, même si le parti qui a la présidence a aussi la majorité absolue au Parlement, il y a quand même une volonté globale non dite, peut-être d'avoir un consensus ou au moins une non-opposition de l'opposition quand on fait passer un projet, ou alors s'il y a vraiment un problème, en fait, même quand le DPP a été majoritaire ou avant, sous la présidence de Ma Ying-jeou, le KMT était majoritaire, en fait, les partis d'opposition, en fait, occupent le podium au Parlement, où il y a eu aussi, quand il y a des tentatives de passage en force, il y avait aussi le mouvement des tournesols en réaction à cela, etc. Donc, en fait, c'est de toute façon, globalement, même quand on a la majorité au Parlement, c'est difficile de faire passer des projets qui sont pas consensuels. Donc, c'est pour ça que je me dis, au final, le fait qu'on voit très peu finalement d'analyse qui fait objet de ces situations d'opposition passées à Taïwan, me fait dire qu'au final, ça va peut-être pas tant influence, ça n'a pas autant d'influence que sur des pouvoirs décisionnaires comme on a en France sur le passage des lois, puisqu'au final, j'ai l'impression que sur chaque loi, c'est une bataille. Donc, on le voit, tout le monde l'a vu certainement en vidéo, ces passages où les Taïwanais, les députés taïwanais se mettent dessus, comme on dit, et en viennent aux mains. Et donc, c'est vrai que voilà, je me dis que au final, c'est peut-être vraiment, ils font vraiment du au cas par cas pour chaque loi, et au final,
ça n'a pas forcément d'influence qui est un peu à la tête du Parlement ou qui a le pouvoir décisionnaire dessus, ou peut-être qu'ils vont pas aussi loin dans les stratégies politiques au niveau des députés, et que en fait chacun fait un peu comme il veut au niveau de qui que chaque loi est décidée en fonction plutôt des tendances personnelles de chaque député, plus que vraiment de faire des blocs de partis pour opposer. En tout cas, ça sera quelque chose à observer dans les mois suivant l'élection. Dans la nouvelle configuration politique qui se dessinera dans plusieurs semaines, voire mois. Voilà. 3 semaines à peu près, ouais. Voilà. Alors après, la mise en place va prendre peut-être un peu plus de temps aussi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question ? Oui, on a largement le temps. Et donc, on va parler un petit peu justement d'une échéance encore un peu plus rapide d'avant les élections. Bien sûr, les feux d'artifice et en tout cas le Nouvel An. Et donc là, c'est une question de Maggie Roy, c'est ça ? De Maggie Roy concernant... en Occident, en fait, elle nous pose la question, nous nous rapprochons de la fin de l'année 2023. C'est aussi le cas à Taïwan, parce qu'on suit le calendrier grégorien pour les dates officielles. Mais chez nous, quand est-ce qu'on fête la nouvelle année à Taïwan ? Et quels en seront le signe et l'élément ? Donc là, alors la nouvelle année, je pense qu'elle faisait référence au Nouvel An chinois quand elle parle des signes et de l'élément, mais la fin de l'année 2023 est aussi célébrée à Taïwan, et c'est d'ailleurs un des plus beaux feux d'artifice d'Asie. C'est dans le top, on va dire top 5 pour être large, mais à mon avis, même le top 3 facilement, parce que c'est tellement incroyable de faire un feu d'artifice sur la tour la plus haute de Taïwan, que ça marque les esprits. Sur la tour 101. Et la tour 101 en plus il y a des panoramas tout autour avec des bars, des restaurants sur les montagnes alentours qui permettent d'avoir une vue incroyable sur ce feu d'artifice. Mais il faut aimer les bains de foule quand même. Voilà. Quand tu es dans un bar ou dans un restaurant et que tu as réservé des mois à l'avance, ça passe. Oui, mais il faut réussir à y aller. Il faut réussir à y aller. Mais on est quand même là, on est quand même très éloigné. On est à plus de 2-3 km de là où il y a toute la foule qui se réunit bas de la tour. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est la tour la plus haute, en fait, il suffit parfois de réussir à trouver la tour la plus haute de son quartier, d'aller sur le toit, et du coup, même si c'est un peu loin, on a une vue. Ça se fait beaucoup. Moi, je me souviens d'être allé dans des appartements un peu plus éloignés sur d'autres quartiers de Taipei, puisque au final, comme on dit, des immeubles assez élevés, il n'y en a pas tant que ça à Taïwan. Et donc, tout de suite, dès qu'on se trouve sur une terrasse ou dans des appartements assez élevés, on a la vue sur le feu d'artifice systématiquement. Enfin, si on est bien orienté vers la tour. Et donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font de la location de leur appartement pendant ces fêtes, etc., pour des dîners ou des fêtes. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour cette partie. Donc les Taïwanais célèbrent principalement le feu d'artifice pour le passage de la nouvelle année, on va dire occidentale. Et après, bien sûr, il y a le Nouvel An chinois. Cette année, ça a lieu le 10 février. Et donc la veille. La veillée se fait le 9 au soir, et donc on passe du lapin au dragon. Attention, là c'est pas la même chose, hein. Le lapin et le dragon quand même. Voilà. Et le dragon qui est un élément extrêmement, qui est un signe extrêmement puissant et très symbolique dans la culture chinoise. Et donc ça va être le passage, et donc ça a lieu le 10 février, donc ça va y avoir plein de célébrations sur tout Taïwan. C'est beaucoup moins ponctuel et vraiment en une journée. Il y a beaucoup d'événements sur plusieurs familiaux, jours. souvent. Et puis beaucoup de personnes qui voyagent avec les transports bondés, quoi. Oui, ouais. Voilà, beaucoup de mouvements de foule aussi, de personnes en général sur toute l'île. Parce que les gens rentrent dans leur village natal ou dans le village des parents, etc. Donc il y a beaucoup de déplacements aussi pour faire des grandes réunions de famille. Dans ce cas-là, avec le premier jour, après il y a toute la tradition, hein. Le premier jour, c'est célébration dans la famille du mari, et puis le second jour, c'est dans la famille de la femme, etc. Bon, il y a tout ça qui doit se mettre en jour, donc ça fait beaucoup de déplacements, parce que d'un jour à l'autre, d'un coup, il y a tout Taïwan qui se bouge, puisque ils sont pas forcément tous de la même ville. En revanche, Taipei est assez calme pendant... Ouais, Taipei reste les grandes villes restent les grandes Kaohsiung aussi, au final, c'est assez calme pendant les célébrations, et faut aller plus dans des endroits comme Fogongshan. Là, ça va être bondé, par exemple, avec des célébrations bouddhistes où tout le monde va aussi. Ça peut arriver que les gens partent en voyage dans ces endroits-là. Voilà. En tout cas, on aura une émission spéciale, Exactement. Bien sûr, sur le Nouvel An. Donc, on vous invite à la suivre bientôt. Après les élections, voilà. D'abord, Nouvel An occidental, ça ensuite va être, élections, ensuite Nouvel An chinois. Il va y avoir beaucoup de choses qui va se passer sur Radio Taïwan International dans les prochaines semaines. Donc,
rester en lien avec nos réseaux et notre site internet pour avoir vraiment la primeur de toutes ces informations. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette émission déjà. Et c'était vraiment un plaisir de vous l'avoir présenté. Et c'était Valentin Floquet. Et ça. Pour Radio Taïwan International. À Bonne bientôt. journée à tous.